merci, merci beaucoup voilà, d'être là, présent. Voilà, c'est un grand honneur que Yoshi soit ici. On va pouvoir échanger sur sa carrière d'acteur, son travail avec Peter Brook. Marie Baudet, donc voilà, journaliste qui a suivi le travail sur Cérébrum depuis ses débuts, et puis voilà, qui a une grande culture au niveau du spectacle vivant, pourra aussi nous rappeler certains contextes. Et puis voilà, on va échanger. On va avoir un court extrait de L'Homme qui, que Yoshi voilà, m'a envoyé. Et puis ensuite, on va discuter avec Marie et Yoshi. Et puis ensuite, vous pourrez poser des questions. Voilà. Donc Vincent, tu peux envoyer le petit film. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Je me suis levé à 8h46. J'ai pris ma douche, ça a duré 12 minutes 18. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai rempli mon verre de jus d'orange qu'à moitié parce qu'il y avait du soleil et des nuages. S'il y avait eu que du soleil, j'aurais pu le remplir jusqu'au bord. J'ai mangé 3 tartines, et parce que j'ai 12 ans, j'ai mangé 12 grains de raisin. Vous mangez combien de grains de raisin? 170. Il a donc 170 ans? Peut-être. Ensuite, Oui. j'ai descendu les 92 marches de ma maison. Je passais devant les 9 lampadaires, devant la boulangerie, et devant votre maison, j'ai tapé 3 fois sur les 3 barres de fer qui longent votre barrière. Je suis entré, j'ai attendu 37 minutes 49 près de votre secrétaire qui peut taper 110 mots par 3 minutes, ce qui fait 6,1 pour l'éternité. Je suis entré ici, vous avez 4 stylos dans votre poche, vous en avez un. Et maintenant, je m'en vais. En faisant 27 pas. Attends. D'où vient cette musique? De là. Ah, le musicien est là. Et moi, où suis-je? Vous êtes là, docteur. Oui, c'est ça. Et maintenant, où suis-je?
Là, docteur. Bravo, très bien. Tout est nickel, clair et tac. Monsieur, c'est moi qui ai demandé qu'on ne vous rase pas ce matin. J'aimerais que vous le fassiez vous-même, ici, maintenant, là. Vous voulez bien vous raser? D'accord? Oui, voilà. Merci. Soyez gentil, monsieur. Regardez-vous dans le miroir. Vous n'avez rien oublié? Non. Bien, retournez-vous maintenant. Regardez l'écran qui est derrière vous. Regardez la télévision, là. Arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, croyez-moi, nous avons terminé, cher homme. Cher homme. Cher homme. Terminé toute traîne, ce que vous traînez, ce que vous terminez. Non, non. Ce que vous traînez. On peut l'amener correct, le cloner bien gentiment, c'est fini. Mais vous dites des bêtises. Non, 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 non. Doudou, pipi quand pas si loin, si loin. Quoi, voulez-vous, navette, nouvette, quelque chose qui va croire? Vous terminez avec beauté, avec gentil, bel été, cette loi et finesse et plus rien. Vous, votre bonté présage le vôtre. Mais vous n'avez pas de nécessité de faire de bonté. C'est terminé, mort, noir, me fait, c'est plus valable. Voyez-vous, on ne peut plus ruter. Je voudrais recrutier, terminer quelque chose qui soit bon de faire. J'aimerais revolver, crime, une batte pour terminer cela, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Plus de vie. Ah, vous, très bonne, douce. Des gens, oui. Non, je ne peux pas le faire. Je suis trop ancien, trop vieux, trop jeune. C'est mal fait, râpé, foutu. Voilà, 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 voilà. C'est terminer la vie pour vivre. Jointe la trame, je veux. C'est fini. C'est fini. Je suis mort, docteur. Mort. C'est terminer la beauté. C'est confortable, c'est bon? Oui, oui. Je vais, Yvain et Yoshi, si vous êtes d'accord, je reprends très brièvement les présentations avec un peu plus de contexte. Donc Yvain, tu es l'hôte de ce forum Les coulisses du réel, qui en est à sa troisième
est-ce qu'on peut dire édition, mouture, son 3e avatar. Voilà. Ton spectacle Cérébrum que certaines d'entre vous ont peut-être vu ici, hier ou ailleurs avant, à 10 ans. Donc dans les 10 dernières années, vous l'avez, je l'espère, vu. Et continue de tourner. On peut encore le voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Tu prépares une nouvelle version de ce spectacle qui est destiné au jeune public. Et en plus d'être comédien, auteur, metteur en scène, ou plutôt en parallèle d'être tout ça, tu es aussi chercheur et spécialiste en neurosciences. Ce qui explique ton intérêt notamment pour ce spectacle de Peter Brook aussi. Yoshi, nous sommes très honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui au Brass, à l'invitation d'Yvain. Vous êtes acteur, metteur en scène, écrivain. Vous êtes né en 1933 à Kobe, je prononce mal le japonais, mais au Japon, ce qui vous amène à l'âge vénérable de 92 ans. Bravo. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en philosophie, vous avez étudié le théâtre no et le kabuki, et vous commencez votre carrière d'acteur dans les années 1950 au Japon, pour le théâtre, pour la télévision, pour le cinéma. Arrêtez-moi si je me trompe. Et vous collaborez notamment avec Mishima à l'époque. Oui, ça fait partie, un spectacle. D'accord. En 1968, c'est un grand virage. C'est un grand virage dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais c'est un virage dans votre vie, puisque Jean-Louis Barrault invite un certain nombre de personnes à Paris pour une expérience théâtrale. Parmi ces personnes, il y a vous, et il y a un certain Peter Brook. Et vous faites ainsi connaissance à Paris. De cet atelier va naître le Centre international de recherche théâtrale, le CIRT. Et à cette occasion, vous faites la connaissance de Peter Brook. C'est donc une rencontre. Donc Peter Brook est de quelques années votre aîné, puisqu'il est né en 1925, il y a 100 ans. C'est une rencontre déterminante dans votre parcours. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette rencontre est déterminante ? Qu'est-ce qui vous a fait emprunter des chemins communs, ou pas toujours les mêmes chemins, mais des chemins communs entre vous et Peter Brook? Qu'est-ce qui a fait que vos chemins se rencontrent, se croisent et coïncident pendant un certain temps? Oui, mais pour moi, ce n'est pas deux artistes même niveau. C'est Peter Brook, c'est mon maître. Donc, ce n'est pas comme ça, mais Peter Brook toujours là. Je fais un petit peu essayer, mais ce n'est pas comparable. Lui, il a un grand artiste, il a fait grand chose. C'est moi, c'est, comment dire, petite imitation de Peter Brook. Vous essayez de nous dire que vous êtes un sous. Mais moi, c'est le chemin de naissance du Japon. Donc, culture, la base de culture, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai essayé moi-même, mais ce n'est pas parallèle. C'est toujours là et c'est moi, c'est comme ça. Mais vos chemins ne se confondent pas, mais vous vous êtes accompagnés mutuellement. Et avec Peter, oui, mais toujours quand il travaille, moi j'étais comédien. Et une seule fois, j'étais assistante metteur en scène de l'opéra Pelléas et Merzande. Mais sinon, toujours, je travaille avec lui. C'est lui, c'est metteur en scène, moi, c'est comédien. Mm-hmm. Donc, en quoi cette expérience en Europe diffère-t-elle du métier d'acteur que vous exerciez avant d'arriver en Europe? Qu'est-ce qui a changé entre vous, acteur au Japon, et vous, acteur en Europe? Oui, il y a beaucoup de choses. Je vais voir, donc je vais mettre j'ai étudié théâtre classique japonais, kabuki no
quelque chose, mais j'ai toujours fait quelque chose théâtre contemporain. À ce moment-là, au Japon, théâtre contemporain, c'est comment dire, Molière, Racine, Shakespeare, Tchekhov, comme ça, pour suivre Théâtre Europe. C'était il y a... Bon, j'ai commencé il y a 70 ans, plus que 70 ans. Donc, c'est toujours Théâtre Europe, c'était mon but. Je voulais faire comme théâtre. Donc, j'ai essayé au Japon, c'est comme ça. Et quand je suis arrivé en Europe, c'était théâtre, ce que je veux, c'était loin, mais j'étais dedans de ce théâtre, ce que j'ai toujours envie de faire. Donc, à ce moment-là, là, au Japon, il y a quelque chose d'imitation de ce que j'ai imaginé. Mais ici, quand je suis arrivé, c'est dedans de ce théâtre. Donc, je dois vivre comment je peux faire ça. Et donc, tout début, et moi, je ne peux pas. Donc, je peux utiliser quelque chose de théâtre, ce que j'ai appris, théâtre classique, tout ça. Mais un jour, quand j'ai commencé à travailler avec Peter Brook, il a dit que Yoshi, tu ne dois pas utiliser jamais de théâtre classique japonais. Et donc, je ne sais pas Europe, théâtre Europe, comment je peux jouer. Et je ne peux pas jouer, utiliser ce que j'ai appris au Japon. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'étais complètement noir ou, j'ai dit libre, acteur flottant. Ça veut dire c'est dans l'océan. Je suis presque inondé. Et comment faire, commencer. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et donc, depuis 68, je dois jeter toute mon technique ou expérience Japon, je jette, et où je vais, je ne sais pas. Donc, toujours dans le noir, comme ça, chercher. Donc, vous êtes un chercheur perpétuel. Pardon ? Vous êtes toujours un chercheur perpétuel. Vous faites de la recherche. Votre vie, votre carrière, c'est de la recherche. Oui. Et chercher. Et plus en plus chercher, ça veut dire que plus en plus, je ne comprends pas. Donc, maintenant, je ne peux pas dire, voilà, j'ai l'expérience, celui-là. Non. Toujours, finalement, OK, je ne sais rien. Donc, c'est la recherche force à l'humilité. Vous êtes obligatoirement humble parce que vous cherchez et chercher vous fait comprendre l'ampleur de ce qu'il y a encore à découvrir. Oui. Il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est théâtre, comment je peux contacter avec le public, toujours chercher. Et donc, ça c'est... et aussi, moi, en français, comme langue japonaise, je ne peux pas expliquer qu'est-ce que c'est l'humanité. Et je ne sais pas, je ne peux pas écrire bien. Donc, au lieu d'écrire, quand je joue personnage, à ce moment-là, au lieu d'écrire en jouant quelque chose, je peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce que c'est mystère de l'humain, beauté de l'humain. C'est toutes des choses, au lieu d'écrire avec corps, en jouant comme comédien, il y a quelque chose qui explique. Ça, c'était ma vie, être comédien. Certaines rencontres marquent un point de bascule. Votre rencontre avec Peter Brook a été une espèce de bascule dans votre vie.
même si votre vie ne se résume pas à cette rencontre. Pour toi, Yvain, tu m'as dit, ce point de bascule de rencontre, ça s'est passé avec Joël Pomera, qui a d'ailleurs appris de Brooke aussi certains principes, dont celui de la circularité. Dans quelle mesure une rencontre peut-elle tout changer, ou en tout cas nous changer? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette bascule? Bon, on ne s'y attend pas. Moi, j'ai entendu Joël Pomera parler à la radio et j'ai eu envie de le rencontrer parce que ce qu'il disait, c'est un peu aussi ce que dit Yoshi. C'est quelqu'un qui ne comprend pas tout, mais qui est en quête de comprendre l'humain. Il ne peut pas le comprendre intellectuellement. Il doit travailler sur le plateau en fait pour saisir qui on est. Et il organise des stages. Je parviens à le rencontrer. Il m'invite voir une répétition. Après, il m'invite sur ses ateliers. Et puis à un moment, voilà, il me propose un atelier à Paris. Je vais le voir. On travaille un mois. Je vais le voir. Je dis, c'est le travail le plus dur que j'ai eu. Je me suis trouvé pas très bon. Et je lui dis, voilà, si jamais voilà, tu refais des ateliers, j'aimerais bien retravailler avec toi. Pas de nouvelles. Et puis, un mois et demi plus tard, je reçois un appel. Au bout du téléphone, c'est Joël Pomera. Il me dit, voilà, j'ai réfléchi. Est-ce que tu voudrais être Louis dans le prochain spectacle que je vais faire? Donc, je suis abasourdi. Je dis, donne-moi 5 minutes. Je réfléchis. Je me dis, mince, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Je le rappelle et je lui dis, oui, ok. Très bien. Et 3 jours plus tard, je commence les répétitions et c'est parti. Et donc ça se passe comme ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui accepte l'imperfection, mais qui ne lâche pas sa nécessité de comprendre vraiment qui on est. On tente à chaque fois. On ne cherche pas le résultat, on tente. Et dans cette tentative, petit à petit, on dérive soi-même, donc voilà, on flotte et on arrive à découvrir des espaces qu'on ne pensait pas toucher, mais qui à un moment nous étonnent nous-mêmes. Et on tente après de retrouver, de retoucher à ça, mais avec ce paradoxe de chercher à atteindre quelque chose sans chercher à l'atteindre. C'est vraiment ce double... Et ça change la vie, parce que cette rencontre est importante en tant qu'acteur, parce que le spectacle a eu un énorme succès, parce que du coup on devient visible. Donc il y a des choses qui changent du fait de la société, du système, comment il est organisé aussi, quoi. Et encore un petit mot sur comment vous deux vous connaissez, parce que c'est une histoire aussi un peu de circonstances et ce lien, d'où il vient et où ça vous a conduit ensemble. Alors, moi, j'ai découvert Yoshi à travers ses livres, L'acteur flottant, et un de mes profs de formation corporelle qui avait travaillé avec un judoka, et ils avaient étudié au Japon, avait été fasciné. C'est un danseur à la base, cet entraîneur d'un champion olympique de judo, et il m'a dit, tiens, lis ce livre. J'ai lu ce livre. Et de la même manière que plus tard, j'aurai cette évidence avec Joël Pomera, ce qu'écrivait Yoshi, comment il traversait son art, m'a bouleversé. Et je ne sais pas pourquoi, intuitivement, ça m'a fait ça avec 2 personnes, avec Yoshi et Joël, quoi. J'ai eu besoin d'essayer de les rencontrer. Et donc ça a été tout un détour. Ce matin, vous avez rencontré Rodrigue qui a parlé, et il vous a dit qu'à un moment, il a fait une mise en scène à la Comédie Française. Il se trouve que le scénographe de Rodrigue était le fils de Sotigui Kouyaté, que vous venez de voir sur l'écran. J'ai demandé le numéro de Sotigui Kouyaté à son père, de Papa Kouyaté, donc le fils au père, à Sotigui Kouyaté, qui m'a donné le numéro de l'agent de Yoshi. Et donc je laisse un message sur le téléphone de Yoshi, et puis à un moment, je sors, je suis à l'INSAS, et puis je vois que j'ai un message sur mon répondeur, et c'est Yoshi qui me laisse un message. Il me dit, oui, on peut faire un stage, je regarde sur mon site, tout est écrit, et voilà. Donc je regarde, bon, il ne donne pas de stage, donc
suis un peu déçu, mais après je vois qu'il joue son spectacle Les Interrogations. On est en 2005-2006. Et je le recontacte et je lui demande, voilà, est-ce que on pourrait se parler à la fin du spectacle? Et il me dit, oui, je vais voir son spectacle, donc ça me bouleverse. Et puis on discute dans un bar, et on parle. Je travaillais sur les états de présence au théâtre, et donc on discute. Donc je suis un peu nerveux comme ça. Et il me dit, écoute, dans un an, je vais à Liège, je fais un opéra à Liège, rappelle-moi, et puis voilà, je fais une audition. Et donc je le rappelle, un an après, il me dit, écoute, on fait les auditions dans une semaine, ben, viens les passer. Et donc pareil, ben voilà, je passe les auditions, et Yoshi m'inclut dans cet opéra avec d'autres danseurs. Et je participe voilà, aux répétitions. À un moment, j'ai tellement envie de voir que je suis seul, et je me souviens regarder les chœurs travailler. Et puis il me dit, va faire tous les gestes des mouvements. Donc tout seul, je suis la musique pour montrer au chœur les déplacements qu'on aurait. Et là, je comprends qu'il y a une autre manière en fait, de communiquer qu'à Yoshi. C'est-à-dire il dit pas ce qu'il faut faire, ça n'a pas de sens, mais lui, il fait les choses, et en fait, si on l'observe, il nous induit aussi des chemins. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « fais ça », puis il ne le fait pas, il incarne en fait vraiment les choses, une attitude en fait. C'est un acteur, et c'est un acteur, mais c'est une attitude de vie en fait. Et c'est ça que j'apprends depuis 20 ans voilà, auprès de lui, quoi. C'est fantastique. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de votre manière de travailler comme metteur en scène, parce que vous êtes un acteur, vous l'avez dit, et vous revendiquez d'être un acteur, mais vous êtes aussi vous ouvrez aussi des pistes à d'autres acteurs. Comment est-ce qu'on montre le chemin aux autres? Oui, vous faites de la mise en scène aussi. Vous avez fait de la mise en scène aussi. Quelle est votre méthode? Yvain nous en a parlé un peu, mais comment vous voyez-vous la mise en scène? Oui, tout début, moi, je veux être metteur en scène. C'est pour ça que j'ai commencé dans le théâtre. Mais d'abord, si je fais mise en scène, je dois apprendre comment on doit jouer. Donc au Japon, il y a très bons comédiens, beaucoup de là. Donc je suis entre ce groupe. Et j'ai appris. Et pendant 10 ans, j'étais travaillé comme comédien. Et quand j'ai rencontré Peter Brook, c'est après 15 ans d'expérience au théâtre au Japon, j'ai rencontré 68 et j'ai trouvé que ça c'est la grande metteur en scène, ce que je dois étudier. Mais je ne peux pas demander assistant de metteur en scène. Donc voilà, je suis comédien. C'est comédien, c'était possible de travailler avec Peter Brook. Donc toujours j'étais avec Peter. J'ai joué toujours, mais toujours moi, parce que j'ai envie de rester Peter. Comment il fait produit de mise en scène. Et moi, Yoshi Company, première fois, quand j'étais 40 ans, finalement, je fais le premier spectacle. Et j'ai pensé que je dois être en révolution de spectacle, de quelque chose. Ce n'était pas mal. Le premier, c'était adaptation de livre de Moro tibétain. Ça, c'est Sutra de religion Tibet. Et ça, c'est aussi, ce n'était pas mal. Et encore le deuxième, je continuais, mythologie japonaise. Et à ce moment-là, j'étais Mahabharata de Peter Brook. Et je l'ai regardé, il fait très bien. Donc, il fait très bien.
C'est pour ça, pourquoi je dois faire mise en scène? J'ai honte d'être metteur en scène. Donc, je ne dois pas avoir un professeur trop grand. À ce moment-là, j'ai perdu de passion d'être metteur en scène. Donc, j'ai arrêté, j'ai abandonné d'être metteur en scène. Mais après, quand je regardais autre spectacle, et j'ai regardé, mais je peux être un peu mieux qualité que ça. Ce n'était pas très révolutionnaire, ce n'était pas comme créativité, mais à peu près cela, je peux faire une bonne qualité. Donc, après ça, j'ai commencé, je n'ai jamais pensé que je dois être nouveau, je dois être professionnel, mais toujours j'ai travaillé, il y a quelque chose de bonne qualité. Ça, c'est ce que j'ai cherché. Oui. Comme interprète pour Peter Brook, puisque c'est quand même le cœur de votre carrière, vous avez... vous vous êtes produit dans plusieurs de ces spectacles parmi les plus célèbres. Vous avez cité le Mahabharata, il y a La Tempête, il y a La Conférence des oiseaux, et il y a bien sûr L'Homme qui, dont on a vu des extraits. C'était en 1993, la création. Et c'est un peu l'intersection ici, L'Homme qui, puisque en préparant cette rencontre, Yvain, tu m'as dit, en créant L'Homme qui, Brook cherchait à nous mettre en lien avec l'invisible, en contact avec quelque chose qui nous dépasse et qu'on a en commun. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qui est Oliver Sacks, qui est l'auteur de L'Homme qui, et en quoi Brook s'est inspiré de ce spectacle et sur quoi portent les recherches d'Oliver Sacks? Donc, Oliver Sacks, tu l'as rencontré, toi, Oliver Sacks, Yoshi? Oui. Oui. Tu pourras en parler aussi. Moi, je le connais parce que quand je faisais un peu de recherche en neurosciences, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était un spécialiste du personnage que joue Yoshi, l'émi-négligent, qui se rasque d'un côté. Et il essayait de créer des lunettes prismatiques pour agrandir la partie qu'il néglige, en fait, quoi. Et à un moment, ça m'a tellement fasciné qu'il me donne un livre, et c'est le livre d'Oliver Sacks. Et ce livre, c'est le premier livre, en fait, où un neurologue réécrit, en fait, tous des cas de ces patients qui ont des troubles du cerveau, des lésions cérébrales ou qui prennent une drogue et que ça modifie leur perception, tout un tas d'étrangetés qui montrent quand une petite chose s'abîme dans le cerveau, l'ensemble de notre monde bascule en fait. Ça peut être des petites parties ou ça peut être des grandes parties, quoi. Donc là, par exemple, dans l'émi-négligence, la personne néglige une partie du champ visuel, mais elle peut ne plus avoir conscience non plus qu'une moitié de son corps est son corps. Dans d'autres parties, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, donc c'est quelqu'un qui ne peut plus reconnaître les visages, donc il voit le visage de sa femme, en fait il croit que c'est un porte-manteau, un chapeau, et il le prend, il n'arrive plus à reconnaître les visages parce qu'une petite zone qu'on appelle le gyrus fugiforme a été abîmée et elle nous permet de saisir les visages, quoi. Il y a tout un tas d'exemples très très étranges, et cette étrangeté nous renvoie au fait que nous aussi, on fabrique notre réalité. C'est notre cerveau. Et que ça se fait de manière non consciente. C'est pour ça, et c'est ce qui est formidable dans le spectacle de Peter Brook, c'est qu'on voit que ces patients n'ont pas conscience de leurs troubles. Ils sont prisonniers de leurs troubles. Et que le travail des médecins, c'est de leur faire des tests pour leur permettre petit à petit de prendre conscience de ce trouble. Mais peut-être tu peux nous parler de ta rencontre avec Oliver Sacks. Qui c'était comme personne? Je ne sais pas si ici il y a des docteurs de neurologie ou non. Il est là, il y a quelqu'un? Non. Ah non, il a dû repartir. Mais pour chercher cette pièce, on a rencontré beaucoup de neurologistes. Ils ont un caractère très spécial, tout ça. Mais
en anglais. Il dit, il téléphone de anglais. Il a dit 8h30 matin. Alors, bonjour Yoshi. Ok, je suis à Paris, on se voit. Oui, oui. Et puis, prochaine fois, est-ce que tu peux m'appeler plus tard parce que c'est un peu 8h30 pour moi, c'est tard. Et prochaine fois, encore 8h30, bonjour. C'est comme ça. Et l'autre, c'est parler. On ne parle pas général, oui, mais c'est très spécial. Et Olivier Sacks aussi, c'est très... Tu as rencontré? Non, moi, j'ai jamais rencontré les... C'est aussi, il y a très tôt, un enfant, D'accord. et aussi, il ne parle pas bien. Ah oui. Oui. Mais on voit que cœur, c'est très beau. Mais ce n'est pas très, comment dire, comme professeur, mais très douce parole, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose, comment dire, il est cherché, ce n'est pas seulement scientifique, neurologie, cerveau, mais toujours il cherchait derrière le cerveau, qu'est-ce que c'est être humain, spiritualité. Il cherche, ce n'est pas seulement scientifique, les qualités matérielles du cerveau, mais avec le matériel du cerveau, mais autre chose, quelle est la spiritualité? C'est la relation entre cerveau et, disons, non, je ne sais pas, âme ou vibration existe. De quelque chose, il y a toujours, il était très aller-retour. Ça, c'est très... donc, pas seulement docteur, neurologiste, scientiste, mais il y a quelque chose, il est chercheur de l'humanité. Et quand il a vu la première fois l'homme qui, qu'est-ce que ça lui a fait de voir son livre mis en spectacle? Ah, c'est dommage, il n'y a pas de vidéo ici, mais il aimait beaucoup il y a plusieurs, dans le spectacle, plusieurs cas, et il aimait beaucoup de meilleurs, c'est moi qui joue, mais origine, c'est une dame de Scott-Écosse, des femmes qui, je ne sais pas, mais tout, il a oublié le passé, mais quand il a écouté la musique d'Écosse, elle commençait à réveiller de quelque chose de conscience. Donc, j'ai joué, ce n'est pas Écosse, mais j'ai joué du monsieur japonais. Donc, musique japonaise, en écoutant, je reviens à ça. Il aimait beaucoup. Mais ça, c'est parce que toutes les histoires, ils le connaissent, qu'on a joué. Mais il y a quelque chose, ça veut dire, ça, ce n'est pas seulement chercher cerveau, mais il y a quelque chose d'humanité passée aujourd'hui. Oui. Comment, comme acteur, on arrive à interpréter une personne souffrant d'un trouble cérébral? Comment on prend sur soi ce trouble ou comment on le transmet? Ça, c'est formidable de Peter Brook. Il ne dit pas comment on doit jouer cette pièce, mais il nous a envoyé au hôpital 3 mois. Et nous avons mis des chemises blanches parce que, et puis, on était devant de patience. Séparer des choses, c'est 4 personnes. Et puis après, on a rencontré
discuté ce qu'on a vu et on a joué ce qu'il a vu. Et c'est continuer. À ce moment-là, petit à petit, sans logique, mais petit à petit, il y a quelque chose entre attitude de patient, attitude de professeur. Et aussi, il y a beaucoup de regarder les cas de vidéo. Donc, on a vu une réalité. Quand on a fait Mahabharata, aussi, il nous a apporté à l'Inde. Et après, il y a beaucoup de photos. Donc, il ne nous dit pas comment on doit jouer, mais on donne le matériel. Avec ça, comédien commencer création propre. Ça, c'est là. Moi, je crois que il est toujours... C'était formidable, son travail. Oui. Donc c'est un travail d'observation et d'imprégnation. C'est ça. C'est étonnant parce que c'est un peu aussi comme ça qu'on a travaillé avec Joël Pobra. Il ne nous a jamais dit comment jouer, mais on a travaillé des discours et on s'est entraîné à faire des discours en regardant des discours politiques, en lisant ce qu'il y avait dans les archives parlementaires. Et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui se déplace en soi. Est-ce que ça vous a transformé, vous, comme personne, Yoshi, d'interpréter ces rôles? Donc vous travaillez par observation et imprégnation, et puis vous endossez ces rôles. Qu'est-ce que ça a modifié en vous l'humain, pas l'acteur, mais l'humain? Oui, mais par exemple, vous regardez Rasoir, ça c'est un monsieur d'origine, une dame, qui maquille seulement un côté. Il voit seulement droite, donc il fait maquillage seulement à droite. Et quand il mange dans le plat, il mange moitié de droite. Et infirmier qui n'avait pas fini nourriture, donc infirmière tournait comme ça. À ce moment-là, le reste de moitié, elle mange moitié. Et après, donc elle n'a jamais fini, toujours moitié reste. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de textes, mais moi je ne parle pas bien français, donc voilà, celui-là, il n'y a pas beaucoup de textes. Donc, moi je vais essayer. Et donc moi je dis, oui, c'est même maquillage. Je ne peux pas faire maquillage, donc l'asseoir. Donc, alors, comme ça, et tu mets caméra de télé, je mets écran comme ça ici, et voilà, et puis aussi, je fais l'asseoir. Et répétition, c'est moi, 5 minutes. Et cette scène devient meilleure scène de cette pièce. Et donc, l'autre scène, on a travaillé, coupé, répété, non, lui écrire, tout ça. Et donc, en fait, 5 minutes, moi, j'ai travaillé. C'était meilleure scène. Ça veut dire Shakespeare, Molière, misanthrope. Tout début, il y a un poète qui dit, je vais lire de ce poème, mais je n'ai pas de temps, très peu de temps j'ai écrit. Des amis de Alceste, Philinte dit, les résultats de art, il n'y a pas de dépend de l'heure. Si longtemps, c'est bon, c'est court, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. C'est la créativité, autre chose. Mais vraiment, j'ai pensé à 5 minutes et ces pièces de Maillot-Seine, c'était très étonnant, très bonne expérience. On ne peut pas s'empêcher de souligner les parallèles entre l'homme qui et Cérébrum, puisque dans les deux, il est question du cerveau et pas forcément de son trouble, mais de son fonctionnement. Dans
Tu pointais, Yvain, une différence fondamentale, c'est que dans l'homme qui, Brooke s'intéresse et souhaite montrer la pathologie, et chez toi, dans Cérébrum, je me disais, c'est presque l'inverse. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui est normal, mais qui quand même semble bizarre. Tu peux développer ça un peu ? Ce qui est fantastique dans le travail de Peter Brook, effectivement, c'est que, et c'est le début de l'exploration du cerveau, c'est-à-dire c'est à travers les troubles qu'on perçoit qu'on se rend compte que finalement notre cerveau fabrique l'immatériel. Même moi, je pense aussi jusqu'à notre esprit. Mais c'est mon opinion. Et dans Cérébrum, en fait, j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire m'intéresser à notre manière de percevoir et comment est-ce qu'on peut faire bugger en fait notre cerveau, lui créer des troubles. Et à travers ces troubles, percevoir qu'en fait, même nous, sans avoir le cerveau abîmé, eh bien, on peut conscientiser que notre cerveau fabrique notre réalité, fabrique notre interprétation du monde, fabrique notre manière de nous définir les uns les autres, de nous souvenir de ce qui s'est passé. Et tout ça permet de développer une prudence, en fait, un petit peu par rapport à ce qu'on dit, une compréhension aussi de l'autre. Forcément, on va se tromper. Forcément, on va faire des approximations. Forcément, on va un petit peu se vexer les uns les autres. Et il faut accepter cette fragilité qu'on a et ces petits défauts pour petit à petit dialoguer. Et alors, à travers le dialogue, on peut mieux se comprendre. Mais il faut accepter ce cap. Et comprendre que le cerveau, il fait un travail autonome, sans qu'on puisse vraiment avoir de prise dessus. Parce que même, voilà, le rôle que joue Yoshi, il n'a pas conscience que son cerveau est abîmé. Mais comme nous, là, on n'a pas conscience que notre cerveau fabrique notre réalité. On croit que ce qu'on voit, c'est vraiment le réel, alors que non. C'est une représentation qu'il fabrique et qui va changer au fur et à mesure de notre vie. Et si jamais on avait, voilà, on ne se le souhaite pas, mais une lésion cérébrale, ça modifierait encore les choses. Et donc c'est cet aspect-là qui m'a intéressé. Et quand Yoshi est venu le voir en 2018, voilà, il m'a dit « Ah, mais il faudrait que tu fasses... tu joues il y a un personnage. » Et c'est ce qui m'a donné l'idée à un moment dans le spectacle. Je parle d'un émis négligent. Donc il y a une petite partie quand même où je parle des pathologies. Et après la discussion avec Yoshi, j'ai décidé de le jouer, en fait. Et le médecin, c'est une personne dans le public qui prend la parole avec le micro et qui fait le médecin. Et je ne me rase pas, ça, j'essaye de placer un siège au milieu du plateau, à l'avant du plateau. Et comme il néglige une partie, il n'arrive jamais à trouver le milieu. Mais lui, il ne le sait pas. Et c'était très impressionnant. C'est dans la visite de la Salpêtrière de l'hôpital. Et j'ai regardé le cas. Et une madame qui dort. Le docteur a dit, dans 20 jours, elle va mourir. Mais elle est sans, je ne sais pas avec conscience, mais elle dort. Quand je regarde, la vie, énergie de l'humain pour vivre, l'énergie de vivre, c'est très fort. Et en général, il est un peu bizarre. Donc, les gens disent que ça sera complètement, il a perdu l'humanité. Non, cette humanité, ce n'est pas vraiment bonjour, il peut faire la vie normale. Non, il y a quelque chose, être humain et énergie de continuer de vivre, c'est autre chose. Si un petit peu cerveau, un peu bizarre, mais ce n'est pas grand-chose. Mais en général, si il y a quelqu'un qui est un peu bizarre, alors ce n'est pas humain. Non, c'est ça. L'humanité, vibration de vivre, être humain, c'est grand, grand, grand. Mais ce n'est pas petit problème de cerveau.
ça ne fait rien. Donc, notre vie dedans, il y a quelque chose pour être vivre. C'est très touchant. Il y a quelque autre processus, je ne peux pas bien expliquer, mais de toute façon, cette énergie, c'est très, comment dire, grand et très précieux. Et donc, petit détail de la vie, un peu visage, ça ne dit rien. Oui. Mais en vous entendant parler comme ça me fait penser, et en vous voyant avec votre énergie à vous, ça me fait penser que votre rapport au corps est central dans votre vie professionnelle, dans votre jeu d'acteur, d'interprète, et dans votre vie à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce rapport au corps qui est forcément qui évolue avec le temps, avec l'âge, avec le niveau d'énergie, avec la fatigue, mais aussi avec l'expérience? Comment vivez-vous le rapport au corps? Comment l'avez-vous vécu comme acteur? Comment le vivez-vous aujourd'hui? Moi, je pensais que c'est moi, et mon corps, c'est mon machine, mon marchandise. Avec cette machine, mon poupée, je travaillais, je raconte l'histoire. Mais moi, c'est... Donc, ma machine, c'est un peu âgée. Ça ne fonctionne pas bien. Et marche bien. Mais malheureusement, je ne peux pas changer comme une voiture. Donc, je peux rester avec cette vieille machine. Mais moi, c'est toujours la même chose. Moi, c'est moi. J'étais 20 ans et moi, maintenant, c'est la même chose. Donc, moi, je suis un peu malade, mais ce n'est pas moi qui suis malade, mais ma machine, c'est malade. Donc, je crois que c'est toujours longtemps être comédien. C'est moi et mon fonction de corps, inclus de cerveau, tout ça. Moi, ce n'est pas à moi. Ça, c'est mes parents qui m'ont donné. Mais c'est moi, j'ai reçu de ma machine de mes parents. Donc, c'est pour ça. Je suis un peu vieux, mais ce n'est pas très dépression parce que ce n'est pas moi, c'est âgé. N'est-ce pas, madame? Et le corps, c'est aussi l'outil de l'acteur, de même que son esprit et son âme, mais c'est aussi un outil d'acteur. Sur scène, c'est votre corps qu'on voit, et il y a le corps et il y a le texte. Si on doit mettre un axe avec d'un côté le corps et d'un côté le texte, un axe de théâtre, comment le vivez-vous? Où est-ce que vous placez le curseur entre le théâtre et entre le texte et le corps, d'un point de vue théâtral? Mais je suis né, et pour communication, d'abord, geste et son. Et après, j'ai pris les mots. Donc, c'est assez moins difficile, plus facile. Donnez-moi à manger, ou non, je ne veux pas aller, tout ça. Et donc, c'est devient plus facile. Mais après, tout de suite, j'ai appris pour mentir avec les mots. Et tout de suite, j'ai étudié de comment mentir. Et après, donc, je deviens comédien. En fait, ma vie longtemps, toujours étudié de comment je peux mentir bien. Parce que ce que je parle sur la scène, ce n'est pas ma pensée
mon émotion. Mais il y a quelqu'un qui écrit. Et je parle ce mot pour public, essayer public quoi, c'est moi qui pense. Donc, toute ma vie pour étudier, pour training de comment je peux mentir, bon menteur. Mais, et aussi, finalement, les gens pensaient que moi, je ne suis pas comédien, je ne mentis pas. Mais ce n'est pas vrai. Mais toujours, nous sommes mentir, parce que quand je parle, j'ai essayé d'être intelligent, charmant, il y a quelque chose de bien, et avec l'autre, ah, vous êtes très bien, oh, vos mines, tu étais très belle, tout ça. Mais ça, c'est tout ça. Ce n'est pas vrai, mais il ment. Mais en général, la vie, les gens n'ont pas de conscience ils sont menteurs. Je suis toujours dit par la vérité. Ce n'est pas vrai. Et le lendemain, je pensais que ce n'est pas hier, ce que j'ai parlé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire toujours les mots, nous sommes menteurs. Mais quand même, avec un menteur, essayer de parler vérité. Ça, c'est difficile. Mais toute notre vie, c'est comme ça. Mais jamais parler vérité. Eh bien, ça, c'est... Mais sur la scène, très clair, je mens. Mais la vie, les gens ne sont pas très clairs qu'ils sont menteurs. C'est peut-être là qu'on peut parler de sincérité plutôt que de vérité. Quand je parle ici, aussi menteur. Vous jetez le trouble. Dans toutes vos activités, dans votre vie, vous avez aussi écrit 3 ouvrages autobiographiques et de théorie recherche sur votre expérience. Il y a l'acteur flottant, on en a parlé, vous avez dit que vous flottez encore. Et l'acteur invisible. Ensuite, donc l'acteur flottant, c'était en 92, l'acteur invisible en 95 et l'acteur rusé en 2007. 10 ans. Voilà, à peu près. Alors, flottant, invisible, rusé, vous êtes lequel aujourd'hui? Vous êtes quel acteur aujourd'hui? Vous êtes flottant, vous êtes invisible, vous êtes rusé? Lequel êtes-vous aujourd'hui de ces 3 acteurs? Le flottant, l'invisible, le rusé? J'ai oublié tout. Il y a quelque chose, c'est comme rêve. Et je ne sais bien plus exactement ce que j'ai écrit. Et les gens disent que tu as dit ça. Ah oui. Bah oui, c'est pendant cerveau. J'ai regardé ici toute cette pièce, tout début, c'est moi avec aiguille, pas vrai aiguille, mais avec sotogi, c'est africain, comme ça, et cerveau, quand il a opération, enlève de l'os, et puis cerveau, il a mis aiguille. Et cerveau, il n'y a pas de nerf douloureux, donc quand aiguille entre, il n'a pas de douloureux. Et quand il met ça, à ce moment-là, ça était comme ça, et comme ça, j'étais dans la campagne, dans la maison de Rouge, comme ça. Donc, il se souvient que ce qu'il a oublié. Donc, il me semble que le cerveau connaît beaucoup de choses, mais moi, très peu de conscience de ce que j'ai dans mon cerveau.
Donc, il y a beaucoup d'informations de mon passé et il y a un, deux, comme ça. Donc, avec ça, moi, je suis comme ça, ma passé comme ça. J'analyse, mais en fait, ce n'est pas sûr, parce que si je connais tous les passés, mémoires, peut-être moi-même, c'est différent. Donc, ce que je pense qui suis, ce n'est pas vrai. Et donc, et aussi à le futur, on ne sait jamais, je n'ai jamais pensé que je suis venu à Europe, habiter longtemps ici. Donc, passé, tout ce que je pensais, ce n'est pas sûr. Et futur, bien sûr, sûr. Donc, finalement, on ne sait pas passé et futur. Donc je connais maintenant, je suis avec vous, et ces choses, on n'a jamais passé avant et on n'a jamais passé futur. À ce moment-là, quand je parle, à ce moment-là, c'est très important parce qu'il y a quelque chose, la vie dedans entre nous. Donc, livre aussi, ça, à ce moment-là, c'est quand j'ai écrit, c'était vivant. Mais heureusement, les gens aiment le livre, je suis content. Mais quand même, ce n'est pas très important. Très important, c'est plus aujourd'hui, comme ça, rencontrer et je parle ce que je pense, n'importe quoi. Mais ça c'est très important. Et donc, tout c'est disparu. Ça fait écho à une citation de Peter Brook dans une interview qu'il donnait en 2016, juste avant de venir en Belgique avec Battlefield. Et il disait « Tous ceux qui font du théâtre savent que c'est de l'instant qu'il s'agit. Comme un acte d'amour, ça se prépare, mais au moment où a lieu cette relation vibrante, c'est l'essentiel qui se produit. » Donc voilà, il dit ce que vous dites. La même chose. Oui, quand Peter Brook, il était 80 ans ou quelque chose, journaliste demandait, vous êtes grand metteur en scène, mais aussi les gens pensaient que vous êtes gourou. Comment vous pensez de ça? Et Peter a dit que non, je ne suis pas gourou. C'est gourou, il croit ce qu'il dit. Mais moi, je ne crois pas ce que je dis. Ça veut dire que c'est lui, c'est le menteur. Il connaît, il est menteur. Mais au moins, quand je change de mots et change de relation invisible, ça c'est vrai. Mais peut-être demain, ce n'est pas. Est-ce qu'on a du temps pour passer la parole au public ou est-ce que tu veux... On peut passer un petit peu là. Ouais. Oui, ouais. À moins que toi, maintenant, tu veuilles ajouter quelque chose là. Non, mais ça me fait penser aussi aux discussions qu'on a eues ce matin sur les parcours singuliers, où en fait, avec Olivier Collignon notamment, on parlait en fait comment se fait un parcours, et on a vu que chacun des intervenants, leur parcours ressemblait pas du tout à ce qu'ils avaient prévu, et ça se fait de petits moments, de hasard. Et finalement, à un moment, on cherche une boussole, et on peut l'appeler peut-être instinct. Et finalement, cet instinct, il nous expliquait que c'est peut-être quelque chose qui est enfoui dans notre cerveau, où il comprend des choses dont on ne se souvient même pas, dont on ne conscientise pas, mais qui, malgré tout, permet de nous orienter, quoi. Et finalement, l'écoute de l'instant, de prendre le temps de
voilà, des choses précieuses, eh bien c'est peut-être replacer la boussole et l'écouter et puis dire tiens c'est là l'essentiel là maintenant et suivre cette petite boussole. On a parlé aussi de un pas après l'autre et finalement les choses se construisent comme ça et on en arrive voilà avec cette formidable machine et habitée par un grand esprit précieux. À vous. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, sinon il y a celui-ci qui peut circuler. Oui. Pour qui? Qui veut? Personne? Peut-être pas être timide, hein? Ah, pardon. J'arrive. Tout d'abord, c'est un grand honneur de vous rencontrer et je suis très heureuse de ce moment, de ce que vous avez partagé comme expérience par rapport à votre activité d'acteur. Alors, je suis très inspirée par tout ce qui a été dit dans ce sens où, pour moi, ce qui est prépondérant dans le discours, c'est cette idée, ces processus créatifs et aussi cette idée d'authenticité. Je pense par exemple au jeu d'acteur qui laisse quand même une place très importante au langage non verbal. Donc il y a quand même ces aspects sémiologiques qu'on retrouve ici par rapport à tout ce qui est émotionnalité et puis bien sûr toutes ces trajectoires de vie qui orientent et qui font que vous êtes cet acteur flottant, mais pas seulement. Je pense qu'on pourrait imaginer que vous êtes un peu les trois à la fois et qu'on peut décloisonner un petit peu ces domaines, ces thématiques. Et donc il y a cette complexité aussi à travers ces jeux d'acteurs, dans le sens où à la fois l'acteur est aussi une espèce de chercheur. On pourrait dire qu'il y a des points de jonction entre les sciences et l'art. On les retrouve, ces points de jonction, dans le sens où il y a cette idée de... Par exemple, cette méthode participative me fait penser à l'observation participative qu'on peut avoir dans les sciences sociales, par exemple. Et donc, il y a ces points de jonction entre art et science que je retrouve ici à travers ce que vous avez expliqué. Donc, il y a toujours une idée de recherche vers peut-être un sens, puisque vous avez étudié la philosophie. Donc, je suppose qu'il y a une réflexion sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et évidemment, à travers l'art, on peut aussi essayer, en tout cas tenter, de trouver du sens à l'humanité, à ce que nous sommes et aux représentations que nous faisons des différentes dimensions de vie, de réalité aussi, comme ça a été exprimé par exemple à travers ces images de personnes malades qui ont été mises en scène. Et je trouve aussi très intéressant, Yvain, lorsque vous avez proposé d'inverser, de faire une inversion par rapport à cette idée de pathologie. Vous avez proposé de voir à travers d'autres lunettes, en quelque sorte, nos manières de fabriquer des réalités, de percevoir, etc. Et là, on peut retrouver aussi des points de jonction avec, par exemple, pas seulement les neurosciences, mais aussi la psychologie sociale, qui est très intéressante pour comprendre justement l'invention de ces perceptions, les trajectoires, etc., de nos vies. Donc je trouve tout ça très vivant. C'est l'apologie de la vie, la mise en scène de la vie. Et je trouve que vous l'avez très bien exprimé, aussi avec votre corps, là. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Question, s'il vous plaît. Je vous demanderais bien... Non, j'ai d'abord envie de dire que j'ai énormément apprécié l'extrait de film que je ne connaissais pas. Ça me montre
pour moi, depuis toute petite, la vie, elle est multiple. Il y a des côtés complètement fous auxquels on ne prête pas du tout attention. On nous demande de rentrer dans un schéma depuis tout petit, d'être obéissante, pour moi, et d'occulter toute la partie folle. Vous voulez une question ? Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre vie ? À ce moment ? Ben voilà. Voilà. Eh bien, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le côté éphémère. La vie, elle passe comme l'eau, comme les nuages. Et cette énergie, j'avais envie de dire aussi que cette énergie de vie, pour moi, on la puise tous dans la même... je ne sais pas, dans ce grand océan de cette force dingue. Et c'est ça, quand c'est comme ça des moments, on vibre parce que tout à coup, on est comme sur une grosse pile et on prend tous du courant et puis on va courir après. Merci, mais 1000 fois. Merci. Alors, il y a une question au fond. Une question de fond ou une question au fond ? Oui, merci. Effectivement, c'est un grand honneur. Donc, moi, je me rappelle avoir lu dans un début de l'acteur flottant, je crois, en introduction, vous parliez des 9 trous du corps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous dites que vous avez oublié, mais je citais souvent, parce que j'étais prof de théâtre, donc je citais souvent ce petit extrait où vous disiez qu'il fallait ouvrir pas seulement la bouche, ni les yeux, ni les oreilles, mais les 9 trous du corps. Et je voyais mes élèves me regarder en essayant de se dire « Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ?» Et j'ai trouvé toujours ce moment extraordinaire, parce que c'est peut-être ça la présence. La présence, c'est le souffle, ce que vous appelez l'énergie, tout de suite. Par où passe l'énergie, et donc de décontracter ce corps et de l'ouvrir. Voilà, est-ce que c'était bien ma compréhension ? Je ne sais pas. Ça, c'est ce que j'essaie, mais je ne sais pas si c'est très utile ou non. S'il y a quelque chose, on peut penser comme ça, mais ce n'est pas comme un médicament. Ça, c'est bien. Ce n'est pas très scientifique, donc je ne peux pas dire c'est bon, utile ou non. Idée comme ça existe. Donc, toutes les choses, ce n'est pas sûr. Il y a beaucoup d'idées. C'est comme ça. Donc, chaque personne qui prend, croit, pas croit, c'est son choix. Mais je ne peux pas dire ça c'est juste. Oui. Mais, malheureusement, il n'y a pas de juste. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est toujours, ce n'est pas sûr. Une autre question ? Oui. En fait, voilà, symboliquement, vous avez parlé de l'oubli, que vous oubliez, que c'était bien de l'oublier, que vous avez oublié ce que vous avez écrit. Et je voulais savoir si, en tant qu'acteur, c'est bien d'oublier l'expérience aussi.
que c'est bien pour jouer de ne plus se souvenir de choses? Quand je commençais théâtre amateur, quand j'étais 16 ans, je m'amusais. Et quand j'ai commencé 20 ans, disons, professionnel, et quand j'étais amateur, pour être comédien, formidable. Mais quand je reviens comédien, c'est terrible. Toujours, je dois être bien, si c'est bon ou mauvais. Donc, jamais je me suis m'amusé. Donc, toujours angoisse, peur, désespoir. Les gens disent que ce n'est pas bon, arrêter comédien. Mais, de temps en temps, une fois par 5 ans, je suis content d'être comédien. Très, très sûr. Mais toujours encore angoisse, commencer. Mais maintenant, c'est comment dire, quand je joue, très bien, au moins je suis concentré, et c'est comme ça, mais c'est, comment dire, c'est étrange. En fait, être comédien, c'est autre chose. Ça veut dire, être comédien, je peux prendre comment je peux vivre dans ma vie. Parce que c'est comédien, quand je joue quelques personnalités sur la scène, crie, fâché, pleurer, content. Mais être comédien, je regarde toujours, aujourd'hui, oui, c'est bien, émotion, c'est très bien, très bien. Ah non, aujourd'hui, c'est trop expliqué. Non, c'est pas la peine. Toujours, comédien, c'est moi qui juge. Mais quand même, quand je pleurais, fâché, c'est vrai. Donc, il y a toujours, je vis deux, ça veut dire objectif et subjectif. Et donc, ça c'est, en fait, ma vie aussi, petit à petit, quand je vis, toujours, quand je vis, toujours, quand je regardais, et toujours autre personne qui me regarde, autre personne qui regarde. Et aussi, aujourd'hui, tu es fâché, tu es content, oui, mais pourquoi tu es fâché? Donc, la vie aussi. Donc, comme la vie de Covid, moi, masque, laver les mains et tout ça, mais je regarde comme comédien. Yoshi, tu joues dans l'histoire terrible, pauvre Yoshi. Donc, pendant le Covid aussi, ce n'est pas vraiment dépression. Je regardais Yoshi qui habite la vie de Covid comme théâtre très terrible histoire. Donc, comment dire, peut-être la vie un peu, comment dire, facile, un peu tranquille de monde. Il y a beaucoup de guerres partout. C'est terrible. Et moi, je suis dans cette société humaine, mais quand même, je peux être un pas reculé et je peux regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, pas vraiment complètement dedans de cette société. Donc, il y a quelque chose, deux choses existent dans mon corps. Ça, c'est très bien. Moi, j'étais content d'être comédien longtemps. C'est pour ça que j'ai habitué pour être double existence. Il y a quelque chose dans la vie nature quotidienne. Et l'autre,
il y a quelque chose un peu reculé, et avec conscience, se regarde. Donc ça, c'est la formidable la vie. Sinon, si je suis complètement plongé, noyé dans la vie société, c'est la vie horrible. Mais grâce à moi, je peux être autre niveau de moi-même. Bien sûr, pas tout le temps. Idéalement, toujours autre niveau de moi-même, je sens très bien, mais c'est très difficile. Toujours, je plonge la vie quotidienne, nature, les animaux, tout ça. Mais au moins, quelques moments, je peux partir de ça et je regarde. Ça, c'est sur la scène comédien aussi. Donc j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est grâce à travailler métier de comédien. Vous comprenez ce que je dis? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ok. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci Yoshi. Merci Marie.